J'ai 39 ans, marié, père de famille. Je suis malien, j'habite actuellement à Bamako. Donc, comme Dimitri l'avait dit, en fait, on s'est rencontrés lors de son voyage ici à Bamako, d'où on a eu vraiment à changer. Voilà, de fil à aiguille, on se retrouve ici. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, bon, au fait, mon parcours est un peu atypique par rapport au niveau scolaire et même au niveau professionnel, puisque j'ai débuté en tant que technicien de bâtiment, brevet de technicien, niveau bac, ici au Mali. Après ça, j'ai intégré l'université au Mali ici pour faire une étude d'ingénierie en génie civil. D'où j'ai ouvert ma boîte qui s'appelle OIDIT, c'est un bureau d'études dans le domaine de BTP, qui par fini, j'ai été vraiment affronté, j'ai affronté beaucoup de problèmes au niveau de la gestion, surtout administratif et finance, qui m'a valu vraiment intégrer une université au niveau du Burkina, Béziers, d'où j'ai fait un master en gestion des infrastructures et services. Partant de là aussi, puisque je voulais vraiment atteindre l'excellence, j'ai été invité à participer à un concours au niveau de l'IFG, Institut français de gestion, dans la formation globale exécutive MBA, d'où j'ai pu vraiment être admis là-bas. Donc, j'ai fait un MBA en management général avec un double diplôme, un master en administration des affaires à Paris, à la Sorbonne de Paris. Donc, de là aussi, directement, j'ai été recruté par une société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai laissé déjà ma boîte ici au Mali, ici qui fonctionnait derrière moi. Donc, j'ai regagné l'Europe pour faire mes études d'MBA à Paris. Après ça, j'ai été recruté par une entreprise au niveau du Canada, le Project Investisseur Group. J'ai été obligé de partir directement au Canada, qui avait une siège au niveau des États-Unis. Donc, j'ai été muté là-bas ma deuxième année. Donc, j'ai profité pour faire un doctorat, un premier doctorat en Business Administration. Après ça, maintenant, j'ai fait d'autres formations au niveau de Georgetown, de Washington, où j'ai fait la certification en management. Donc, de retour aussi, on m'a fait revenir au Canada pour continuer sur le... Déjà, j'occupais un peu le volet d'investissement au niveau de l'Afrique. Donc, pratiquement avec le consensus avec les partenaires africains, qui étaient particulièrement les industries minières, qui étaient au niveau du Mali, du Guinée-Bissau aussi. Donc, ils ont demandé de délocaliser un peu, je dirais, une filiale au niveau de l'Afrique, puisqu'on avait des problèmes de levée de fonds au niveau de l'Afrique, parce que quand on décaissait, on envoyait les fonds au niveau de l'Afrique, on faisait vraiment, ça nous prenait beaucoup de temps avant que l'entreprise puisse avoir accès à ces fonds-là. Donc, issu de ça, je me suis proposé pour venir en Afrique, puisque mon objectif était toujours de continuer avec ma boîte, quel qu'en soit, même si je travaille dans une autre boîte. Je suis rentré au Mali. J'ai été désigné directeur régional de Project Investisseur Group avec siège au Mali, d'où je m'occupais des investissements à travers la direction générale pour toute l'Afrique. Donc, issu de ça, j'ai essayé encore toujours de développer ma boîte, OIDIT, le bureau d'études, en essayant d'insérer quelques domaines de prédilection dans le domaine du management, dans le domaine de l'investissement aussi, qui m'a valu de transformer le bureau d'études en un groupe d'investissement qui s'appelle Go Investissement, qui s'occupait un peu des volets de BTP, des volets de management, des volets d'investissement dans des entreprises de BTP, d'agrobusiness. Donc, partant de là aussi, mon employeur, je dirais, a vu une opportunité avec ma boîte. Et donc, ils ont racheté ma boîte directement. L'objectif était ça. Ils ont racheté ma boîte pour le transférer au Sénégal pour un premier temps. Et deuxième temps, le faire revenir au Mali ici. En ce temps, je suis devenu consultant, conseiller en investissement privé à capital risque dans cette boîte.
Donc, du coup, j'ai décidé d'ouvrir Access Consulting, qui a été créé juste en 2019, l'année dernière seulement, donc qui est très jeune, mais qui est avec des professionnels aguerris, je dirais, parce qu'actuellement, Access a pratiquement 7 managers, quelques éléments aussi des techniciens et des ingénieurs aussi qui travaillent dedans. Donc, voici un peu ce qui m'a fait tourner, je dirais, un peu partout pour en arriver là aujourd'hui. Voilà, Demti. Moi, je ne reçois pas, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde. Non, c'est moi, j'avais coupé, désolé. Oui, je disais OK. merci pour cette présentation qui est complète. Mais c'est vrai que bon, quand on lit le flyer, on lit docteur en military stratégie. Est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Oui, bon, au fait, j'ai fait le deuxième doctorat que j'ai fait ici. Je l'ai fait à distance, je dirais à 90% à distance. Je l'ai fait à Madrid. C'est un doctorat art et humanité, spécialité stratégie militaire. En fait. Étant donné que je fais un MBA au niveau de la Sorbonne avec un DBA, donc je me suis qualifié un peu en stratégie et organisation. Bon, étant donné que mon pays est en guerre depuis 2012, tout le monde est au courant. Donc, j'ai voulu aider mon pays puisque je ne pouvais pas vraiment intégrer l'armée directement. J'ai choisi d'étudier ce volet-là pour venir peut-être en aide de conseiller de défense et sécurité. En fait, je suis spécialiste aussi en conseil, en consultant en défense et sécurité, mais ce volet-là, bon, c'est très difficile d'en parler parce que ça contient beaucoup de secrets aussi. Non, mais bien entendu. Mais déjà, c'est bien de savoir que si on veut investir au Mali, on a quelqu'un qui connaît ces sujets-là et qui peut Oui, rassurer les porteurs de projets par rapport à ces problématiques. Donc, c'était aussi important de le souligner et merci pour ça. Alors, si on merci. revient sur ton parcours, quel a été le moment déterminant de ta carrière et comment tu t'es dit, il faut absolument que je me mette à mon compte, j'entreprenne, alors que tu aurais pu aller, comme tu nous l'as dit un peu au début, c'est vrai, dans certaines entreprises, et y rester en tant que salarié. Pourquoi tu t'es dit, il faut que j'ai quelque chose voilà, que j'entreprenne? Voilà, bon, je pense que comme tout entrepreneur, il y a le goût du risque aussi, qui est le premier, je dirais, un premier pas, qui a été le premier déclencheur. Comme je l'ai dit, j'ai été technicien à la base. En fait, depuis que j'ai terminé à l'ESICA, une école professionnelle de niveau bac. Donc, tout de suite, j'ai mis en place une petite entreprise qui existe toujours. Je peux dire qu'il a été le premier pas de tout ce que j'ai aujourd'hui, de tout ce que je suis aujourd'hui, qui est une entreprise de BTP et GNCO, qui a été créée depuis 2004, actuellement qui fonctionne, mais j'ai été obligé au fait, d'ouvrir le capital afin de laisser la gestion à d'autres preneurs, je dirais. Donc, il fonctionne toujours. Maintenant, le déclenchement, je dirais, le moment déterminant de ma carrière, ça a été au niveau du Canada, quand j'étais le responsable, le responsable d'investissement international Afrique. Donc, parce que j'avais l'idée, j'avais élaboré déjà un projet de développement pour mon pays, en particulier l'Afrique en général. Ce projet consistait à faire un projet d'aménagement agricole, en fait, en Afrique, au Mali surtout, de 100 000 hectares, pouvant recruter 1 million de personnes et qui a assujetti d'autres projets, je dirais, comme je l'ai nommé, Bamako Ville Propre, avec la construction d'une nouvelle capitale du Mali. Donc, il y avait tous ces projets qui étaient vraiment déjà élaborés à travers mes études, à travers mes expériences, qui me chagrinaient sincèrement à l'intérieur, qui me disaient, au fait, me parlaient, me disaient, il faut aller, quel qu'en soit ce que tu as ici, ta destinée, c'est de l'autre côté, c'est de réaliser ces projets. Bon, c'est pour cela que j'ai décidé vraiment je dirais peut-être de claquer la porte, de me retrouver un peu ici. Ok. Voilà. Super. Bah, en tout cas, c'est bien parce que tu as répondu aussi à la question suivante. J'allais dire à quel moment tu t'es dit qu'il faut que je me mette à mon compte. Donc voilà, c'est très bien. Et on voit bien voilà, ce désir de se dire à un moment donné, même si voilà, je suis en Occident, de l'autre côté, il y a tellement de besoins dans le pays, il faut que j'y retourne. Et Effectivement. par la suite, comment tu t'es organisé? Tu as choisi ton positionnement par rapport à la structure, par rapport aux structures existantes sur place. Comment tu t'es voilà, tu t'es dit, oh là là, voilà le marché, comment moi je veux me positionner là? Et quelles ont été tes différentes étapes?
Oui, quand je suis retourné ici directement, d'abord après avoir fait les études de marché, effectivement, j'ai constaté quelque chose ici. Surtout, je l'ai constaté à travers l'Afrique, je peux dire, parce que j'ai sillonné beaucoup le Bénin. J'ai des filiales au niveau de Bénin, de Gabon, du Niger, de Mauritanie. Donc, j'ai constaté ici que la première des choses, c'est que les entrepreneurs d'aujourd'hui, ils ont l'idée d'être riches tout de suite. D'être riches tout de suite, ce qui est un problématique parce que moi, je l'ai compris qu'il vaut mieux vraiment travailler avec des partenaires à moindre coût plutôt qu'à des coûts vraiment exorbitants. Donc, je me suis placé au niveau des prix. Avec la même qualité et en réduisant toujours les prix, même mes managers, mes employés, je les ai toujours dit, ici, vous avez deux pôles, en fait, deux possibilités. Vous n'avez pas beaucoup de salaires, mais vous avez la possibilité d'avoir des formations de pointe, de qualité. Parce que j'avais initié avec des universités aussi un partenariat pouvant vraiment former aussi mes employés à distance. Donc, c'était un peu jouer sur les employés et un peu avoir la décision du prix avec les clients. Donc, je dirais que c'est ça qui a été un peu ma différence avec les autres entreprises. D'accord. Bah, je peux en dire un mot, hein, puisque moi, quand tu m'as envoyé ta proposition, c'était pas mal. Hein, je peux le dire maintenant à tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai opté chez toi, bien entendu. Autre point, je voulais que tu puisses nous dire aujourd'hui, est-ce que tu es seul? Tu as ouvert ton capital? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé là pour Axeis Consultant? Access Consulting, au fait, je suis le seul détenteur de capital, au fait. D'accord. En fait, bon, voilà. Au fait, je dirais un peu ma stratégie, c'est quoi? C'est d'éviter, tu sais, le goût du risque, généralement, c'est très difficile d'avoir des gens qui t'accompagnent directement. Donc, surtout en Afrique, avoir le financement, c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Donc, j'ai commencé Access avec mon propre fonds. Voilà. Et à un certain niveau, je peux ouvrir le capital aussi. Voilà, le moment opportun. OK. Bon, c'est Voilà. bon à savoir pour les investisseurs qui sont là. Voilà. Alors, comment aujourd'hui, j'ai un projet, je ne sais pas, moi, je voudrais développer un immeuble pas loin de Bamako. Je voudrais, je ne sais pas, moi, développer une entreprise agricole. Je viens frapper chez toi. Comment ça se passe? Comment tu accompagnes tes clients? Peux-tu nous expliquer un peu? Bon, voilà, quand un client frappe à ma porte, la première des choses, d'abord, c'est de pouvoir, je dirais, cerner l'idée du client. En fait, savoir réellement ce que le client veut. Parce que généralement, il y a des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas vraiment la capacité de pouvoir les réunir. Je l'ai eu des clients qui ont des idées, je dirais, pas bien définies. En fait, la première des choses, c'est définir l'idée avec le client, afin vraiment de cerner, de comprendre réellement son objectif. Partant de là, maintenant, il y aura des étapes à suivre. Comme tu l'as si bien dit, ici, il s'agit peut-être d'acheter un terrain, de construire un immeuble, ainsi de suite. Donc, directement, on va aller vers les phases d'abord d'incursion, je dirais, de visite de terrain, la possibilité de ce qu'il va faire dans ce immeuble-là. Directement, on va étudier, par exemple, les quartiers, d'abord où peut vraiment être plus fructueux pour les clients. Ça, c'est les b.a.-ba, je dirais. Maintenant, partant de là aussi, on va approcher peut-être après les notaires et ainsi de suite. L'accompagnement depuis le début de l'achat au fait du terrain jusqu'à la conception, faire le plan, l'étude, les démarches pour avoir l'autorisation de construire, la construction même, le suivi de la construction et la livraison du produit fini, en fait. C'est tout l'ensemble qui constitue un peu le volet, comme je l'ai dit, le volet Egienco, qui est une entreprise de construction, Oidit, qui est une entreprise d'ingénierie, d'études d'ingénierie. Et puis, le Go Investissement, bon, ça, c'est une entreprise qui cherche des investissements pour les petites et moyennes entreprises aussi. Maintenant,
qui est chapeauté par Access Consulting, le management, la gestion, l'administration et la stratégie de développement. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as réussi à intégrer plusieurs secteurs d'activité qui te permettent de mener un projet de bout en bout, c'est ça, hein? Effectivement, oui. D'accord. Et quels sont les consultants aujourd'hui qui sont avec toi et qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu fais aussi de l'outsourcing, c'est-à-dire en allant chercher des prestataires qui font partie de l'écosystème? Comment ça se passe avec un peu les entreprises qui sont autour de Bamako là? Oui, à Bamako, ici, au fait, j'ai beaucoup de consultants dans divers domaines, que ce soit dans le domaine de l'analyse financière, que ce soit l'accompagnement des nouvelles entreprises ou la création des nouvelles entreprises, je dirais. Donc, ça veut dire qu'ici, à Bamako, j'ai pratiquement 7 consultants indépendants, au fait, qui ne travaillent pas directement dans le bureau, mais qui sont en freelance, je peux dire. Au-delà de ça aussi, Access avec le développement, au fait, la pénétration de l'Afrique, je dirais, a initié une politique de partenariat avec des entreprises à l'extérieur du Mali, mais toujours en Afrique, et qui sont au niveau, comme je l'ai dit, les filiales, qui gèrent les filiales en même temps, le premier cas a été au niveau du Bénin, avec Banca Ingénierie, qui est un bureau d'études aussi. Donc, on a sollicité, on a essayé de voir la corrélation entre le bureau d'études qui existe déjà ici au Mali et puis un bureau de management, comment ça fonctionne, et essayer de le mettre un peu en application au niveau du Bénin. Et ça a marché et c'est ce qui a valu à pénétrer d'autres comme le Gabon et ainsi de suite. Très bien. Voilà. Il y a des consultants internationaux aussi au niveau de la Belgique, de la France, du Canada et des États-Unis aussi avec qui je travaille. Mais ça, c'est purement dans les domaines, je dirais, militaires, au fait, défense et sécurité. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Il y a Maureen qui nous pose la question. Bonsoir, docteur Sako. Vous avez parlé de problèmes de financement et de problèmes administratifs en Afrique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Sur la Voilà. difficulté Quand je parlais de... Oui. Oui, Quand je oui. parlais de Pardon. problèmes de... Oui, voilà. Quand j'ai parlé de problèmes de financement au niveau de l'Afrique, en fait, on a accompagné beaucoup d'entreprises, je peux même dire de 2019 à maintenant, et j'ai coaché, je peux dire, à peu près 151 entreprises, en fait. Des jeunes entrepreneurs qui ont au départ peut-être des idées, mais qui n'ont pas peut-être de financement. Au niveau de la banque, c'est problématique parce qu'on va toujours vous demander des garanties. Au niveau des associations, des organismes, je dirais, des ONG d'accompagnement, c'est toujours complexe. Ça, généralement, il y a toujours les dessous de table, des magouilles qui ne sont pas très clairs. Ici, il n'y a pas aussi les informations claires parce que la fois dernière, même au Mali, il y avait, je pense, avec la Banque of Africa, BEA, qui était en partenariat avec une institution, je ne me rappelle pas très bien de son nom, qui avait initié de mettre en place un fonds d'investissement aux entreprises. Mais force est de constater que le fonds existait depuis 3 ans, mais généralement, c'est cette année que les gens ont commencé à comprendre ou à être au courant que le fonds existe dans cette banque et ça n'a pas dépassé même la moitié de cette année. Ça a été fermé. Et généralement, je pense que le problématique ici en Afrique, on attend toujours, en fait. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est ça le problème des entrepreneurs africains. On attend, on veut toujours qu'on nous tend la main. Bon, vraiment, moi, je ne suis pas de cet avis-là, généralement, parce que quand je parle de financement d'une entreprise, quand on a une idée, on peut économiser sur 2 ans. J'ai vu des entrepreneurs, j'ai coaché des entrepreneurs qui ont économisé pendant 2 ans pour créer leurs entreprises. Et aujourd'hui, c'est des gens qui se battent avec la passion et l'ambition et ils sont vraiment, je dirais, leaders de leur secteur. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Ok. Donc, c'est vrai que tu as dit le sujet qui revient pratiquement dans tous les pays, ces fameux dessus de table. Et d'où le fait aussi d'avoir des personnes qui peuvent accompagner et justement orienter pour que les choses se passent pour le mieux. Et c'est pour ça qu'on a besoin en tout cas de structures comme les vôtres. Et aujourd'hui, au niveau du Mali, si vous deviez encourager les investisseurs, quels sont les secteurs porteurs?
Actuellement, je dirais dans l'agrobusiness, au fait. Dans l'agrobusiness, parce que dans l'agrobusiness, il y a beaucoup de sous-secteurs qui peuvent vraiment évoluer, que ce soit la distribution. Et actuellement, je suis en train même de réfléchir moi-même. C'est un projet qui est un projet de centre d'appel d'achat des produits agricoles, des produits, je dirais, locaux. Parce que force est de constater aussi que nos pays, je dirais, tuent les entreprises depuis leur démarrage. Je l'ai dit parce que les gens ne font pas beaucoup attention. Par exemple, je prends juste un exemple très simple. Moi, je suis à Bamako. Ségou est à 250 km de Bamako. J'ai un champ à Ségou. Je produis du lait. Maintenant, si je dois acheminer, j'ai mon usine qui est à côté de Bamako. Si je dois acheminer mon lait de Ségou à Bamako, je dois traverser plusieurs postes de contrôle. Et ces postes de contrôle, il me faut payer ces passages-là. Et ces passages-là, je suis obligé de compter ces frais-là sur le coût, le prix de vente. Et maintenant, si je dois transformer ce lait en yaourt, donc vous allez trouver que moi, mon prix de vente serait au-dessous, généralement, pour que je puisse, mon produit puisse être acheté au-dessous du prix des yaourts qui sont exportés, importés, je veux dire. Donc, partant de là, mais la qualité n'y est pas chez moi. Pourquoi? Parce que moi, je dépense plus, mais tu vas trouver que les produits qui sont importés ne payent pas beaucoup. Donc, c'est ce qui tue à petit feu beaucoup d'entreprises en Afrique. Mais, sincèrement, c'est désolant, nos responsables sont au courant, mais c'est les entreprises qui n'arrivent pas vraiment à déceler ce petit problématique qui est un grand pas qu'on puisse vraiment, nos entreprises locales puissent vraiment, je dirais, concurrencer l'importation dans nos pays respectifs. D'accord. Et en dehors de l'agro-business, quel autre secteur comme ça tu peux… Parce que là, tu nous dis qu'en effet, moi, ce que je comprends, il y a toute la filière à développer. Donc, c'est vrai que la chaîne de valeur, du coup, de la semence jusqu'à la mise sur soit l'étal ou au marché ou au point de distribution finale. Donc, en tout cas, à accompagner. Donc, ça veut dire des potentiels, donc c'est-à-dire des opportunités d'affaires. Et quels sont les autres secteurs en dehors de l'agrobusiness? Il y a l'immobilier, au fait. L'immobilier, le Mali est en construction. L'immobilier est un domaine vraiment, vraiment demandé, surtout avec les maisons préfabriquées. Au fait, c'est quelque chose qui n'arrive pas vraiment à pénétrer le Mali, étant donné que je dirais, les matériaux sont exportés, importés, je dirais. Donc, si toutefois on réfléchissait à la manière dont on peut réduire les coûts de l'importation de ces matériaux, ça va être, je dirais, une niche en fait, pour les nouvelles installations. Ça, c'est le domaine. Deuxième domaine que je pourrais dire, ça, c'est le transport. En fait, le transport aussi, c'est une question de qualité, au fait, de qualité. Le transport aussi est très recommandé au niveau du Mali. Le Mali commence actuellement à faire, je dirais, l'accompagnement des professionnels ou des partenaires qui viennent ici, qui ont à leur disposition un véhicule avec chauffeur. Donc, si tu combines un peu l'immobilier avec ce système-là, je pense que c'est là aussi, ça peut marcher. Okay? Il y a la technologie aussi, puisqu'au sein des Access aussi, on a un volet de technologie, d'où il y a mon confrère Dr Silla, Dr Tijan Silla, qui est un expert en matière de technologie, de développement de technologie d'entreprise. Donc, la technologie aussi en train de faire son chemin ici au Mali. Je pense que ces trois secteurs-là sont encore plus vraiment conseillés pour quelqu'un qui veut vraiment pénétrer le marché malien. D'accord. Bah, merci en tout cas pour ces recommandations qui sont importantes et qui évitent peut-être voilà, de se tromper si on veut faire des actions d'investissement. Quel conseil donnerais-tu pour inviter des personnes à venir investir au Mali? C'est vrai qu'on voit l'actualité, hein, on se dit « Ah non, c'est compliqué, c'est chaud ». Mais toi qui es là tous les jours, là, En fait, en tant que businessman, qu'est-ce que tu peux recommander aux opérateurs qui sont en face de toi là?
Oui, oh, Dimitri, la guerre même, c'est une niche, hein, en fait. Oui, la guerre même, c'est une niche, en fait. Il y a des opportunités par rapport à ces domaines-là aussi, qui peut être la logistique, les équipements, je dirais, pas trop militaires, mais les équipements de base, qui peut être des éléments ou d'opportunités à mettre en place au niveau d'ici. Je dirais peut-être même bon, la logistique dans son ensemble, ça c'est le premier point qu'on peut dire. Mais il y a d'autres secteurs. Le Mali en tant que tel, il y a juste le côté nord qui a toujours des problèmes. Et comme on peut le dire actuellement, c'est purement politique. Et bon, il y a quelques brèches où on assassine et ainsi de suite. Bon, moi, je pense que ça se passe dans tous les pays aussi, hein. Mais dire que le business encore est tellement fructueux, je dirais, au fait, le Mali est une opportunité dans le domaine de l'investissement en tant que tel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'État malien a initié des systèmes qui peuvent vraiment favoriser l'investisseur au niveau du Mali. OK? Maintenant, vous avez la possibilité de créer votre entreprise en dehors du Mali, même si vous n'êtes pas là. Vous pouvez le faire à distance, à travers le net, qui est même, je dirais, presque partout en Afrique aujourd'hui. Maintenant, il y a l'accompagnement aussi de l'État pour les investisseurs, pour garantir l'effort des investisseurs ici. Il y a les possibilités aussi qui sont octroyées aux investisseurs par rapport au paiement des fiscalités, des impôts, ainsi de suite. Parce qu'il y a des investissements à un certain montant, et tu peux faire 5 ans sans payer d'impôts. Ça aussi, c'est une opportunité, il faut profiter. C'est bon à savoir, ça. Oui, il y en a tellement, il y en a tellement. Au fait, c'est des petites lignes seulement. Et les gens ne font pas attention en les lisant. Sinon, c'est une opportunité, surtout quand tu es là et que tu arrives vraiment à produire et à exporter. C'est un privilège aussi, parce que quand tu arrives vraiment à produire ici et à exporter les produits, l'État aussi essaye encore de privilégier certains avantages aussi aux investissements. Voilà, en ce qui concerne le rapatriement des fonds, qui est le plus compliqué des investissements, parce qu'un investisseur vient avec son argent. Ce n'est pas le Mali, son pays. Il est obligé d'aller avec son argent dans son pays. Et l'État accompagne à ces rapatriements aussi des fonds à leur pays de prédilection ou vers leur pays de destination, je dirais. D'accord. Voilà. C'est 2 points très importants pour un investisseur, parce que là, forcément, tu nous parles, tu nous touches. Voilà, on se dit, tiens, je vais réfléchir 5 ans et puis en plus, on peut m'aider à rapatrier. Donc voilà, 2 éléments qui ne laisseront pas de marbre, en tout cas ceux qui sont autour de l'écran. Il y a Eunice alors qui dit, à quand une collaboration avec Axeis alors? Voilà, donc déjà, je vous laisserai discuter pour voilà, trouver les opportunités que vous pouvez développer ensemble. Ensuite, on a Karine qui nous dit, tu as parlé des freins aux affaires en parlant de postes de contrôle. Qu'en est-il du réseau d'électricité, de la fourniture en eau qui sont bloquants dans la conduite des affaires? Et pas que. Voilà. Je n'ai pas voulu parler de l'énergie et de l'eau au niveau du Mali, parce que quand il y a les monopoles, en fait, c'est très complexe. C'est très complexe, sauf si c'est dans le domaine de l'énergie renouvelable, en fait, qui commence à entrer. Je ne sais pas si vous avez un peu entendu l'histoire de Akon, le chanteur sénégalais qui avait pénétré le Mali pour faire un champ de photovoltaïque en produisant de l'électricité de capacité vraiment conséquente, mais qui a eu vraiment beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. Comme je l'ai dit, le problématique en Afrique, ce n'est pas que le Mali seulement. Le problématique en Afrique, généralement, est due au-dessous des tables. Tu as même ton projet, peut-être la personne qui peut t'ouvrir la porte, lui, il serait habitué à quelqu'un qui va te demander les dessous de table. Il y a tellement qui se passe ici. C'est pour cela, quand tu dois commencer les business de chez JAR, surtout dans le domaine de l'énergie, nous, Access, on te conseillerait de démarrer petit à petit, de ne pas aller dans, je dirais, un certain montant d'investissement, parce que quand tu arrives avec ces genres d'investissement, là, tu vas attirer beaucoup de personnes. Chez nous, on les appelle vraiment les crocodiles. Excuse-moi, je voulais juste préciser, en fait, ma question, ce n'était pas investir dans l'énergie, c'était qu'en est-il de l'énergie sur place? Est-ce qu'au Mali, il n'y a pas de souci d'électricité, hein, est-ce que la population est bien fournie en électricité? Non, bon, au fait, non, pas du tout. C'est ma question, ce n'est pas investir dans, c'est plutôt est-ce qu'on a de l'eau et de l'électricité tous les jours au Mali?
Oui, au fait, comme je l'ai dit, au fait, bon, ça, c'est dans le domaine de, je dirais, de la production, de l'opérationnel au niveau de la fourniture de ces équipements-là. Oui, des fois, on a des problèmes. On a des problèmes au niveau du Mali. Ce n'est pas tout le temps. C'est juste quelques saisons, je pense, 2 mois dans l'année, à un certain moment. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça vient. OK? Mais l'eau, en tout cas, le problème de l'eau a été résolu, je pense, il y a 3 ans de cela. Le Mali ne connaît plus le problème d'eau. En tout cas, Bamako et d'autres régions avoisinantes ont été desservies par cette solution. Donc maintenant, en matière d'électricité, actuellement, comme tout dernièrement, il y a juste 1 mois ou 2 mois, on a eu ce problème parce qu'on a été obligé de passer au délestage à un certain moment où on attendait les experts pour pouvoir vraiment faire l'entretien des équipements ici. Voilà. Je pense qu'au Mali, on peut dire que réellement, il y a un problème d'électricité qui existe. Là, je ne peux pas le nier, c'est une réalité. Okay. Moi, je suis originaire de la RDC et ça, c'est un problème qui est très fort, c'est un gros problème et c'est et l'eau et l'électricité. Et quand on veut monter une affaire, c'est très compliqué de tout faire tourner tous les jours parce qu'effectivement, il faut trouver des solutions alternatives. C'est pour ça, en fait, que je posais la question. Ah, d'accord. Bon, ici au Mali, comme c'est saisonnal, au fait, c'est juste 1 mois par an, peut-être. Des fois, la saison chaude, généralement, voilà, c'est un peu ça seulement. Non, le reste Donc, de l'année. c'est mieux qu'en RDC, du coup. Oui, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, oui. OK. Bah, moi, le témoignage que je peux faire, Karine, puisque au lieu de 8 jours, je suis resté 22 jours, il y a eu très peu de coupures, c'est vrai. Et puis après, c'est vrai que comme dans tous nos pays, nous avons les groupes électrogènes et après, tout le monde n'a pas la chance aussi d'en avoir. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Hein, on est complètement conscient et ça, c'est les coûts cachés qu'il faut aussi prendre en compte en tant qu'entrepreneur. L'énergie. Et on a quelqu'un parmi nous qui est un spécialiste du sujet, Franck Mango, qui, je ne citerai pas où il travaille, mais il connaît très, très bien ces sujets. Donc, voilà, un jour aussi, il nous racontera tout ça. Est-ce que vous avez des questions avant que… Je pouvais interpeller Dr Sacco directement, hein, là, micro ouvert. Il y a juste Hervé qui posait une question avant ça. Quel a été ton plus grand obstacle et comment tu as réussi à surmonter cela? Ah, ça a été de finir l'ingénierie, l'université, parce que tout venait de ma poche, hein, ici d'une famille pauvre. Il me fallait joindre les deux bouts pour finir l'université. Ça a été vraiment, je dirais, un parcours de combattant. Oui, ça c'est dans le domaine, je dirais, scolaire, mais dans le domaine professionnel, au fait, le projet qui m'a fait venir au Mali, au fait, c'est un sujet entre parenthèses. Je suis venu me buter par le même problématique. Je suis venu avec un projet de développement à peu près de plus de 10 milliards de francs CFA investis par ces partenaires-là. Le Project Investisseur Group pour développer 100 000 hectares, faire des emplois. Mais je suis venu me buter par le même problématique. Les dessous des tables, on ne te laisse pas passer, il y a ceci, il y a cela. Donc, pratiquement, ils ont été obligés de rappeler leurs fonds. Donc, ça, je dirais que je ne vais jamais oublier ça dans ma vie. D'où la prudence que tu encourages, en effet. Aller petit à petit. Voilà, de commencer petit, et à un certain moment, là, en ce moment, ça peut être vraiment quelque chose de grand. Mais quand tu veux commencer grand déjà, tu vas te buter à pas mal de choses. Comme nous, au Mali, on les appelle les crocodiles. Voilà. D'accord. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on est un peu de l'autre côté, c'est vrai, il faut rêver, il faut se projeter, mais en même temps, après, la réalité, et c'est bien d'entendre ça, de se dire que, voilà, il faut peut-être, pour ne pas attirer certains regards, voilà, commencer certainement, et à moins d'avoir des alliés, on va appeler ça comme ça, des alliés. Voilà, mais merci en tout cas pour ces recommandations. Alors, il y a Franck Mango qui nous dit « Est-ce que le docteur peut-il revenir sur les domaines technologiques en cours de développement au Mali ?» Oui, comme le docteur n'a pas lu les médias, je dirais, actuellement, le Malien commence à s'atteler dans le domaine de, comment dire, là, les petits avions qui se volent. Là. Les drones.
les drones. Les drones, voilà, les drones. Le Malien commence vraiment à adhérer à ça. Le Malien commence à développer les systèmes de plateforme. Comme tout récemment, on vient de voir une école en ligne au niveau du Mali, donc qui commence tout juste à intégrer le pays. Donc, même moi, Access est en train de tirer un partenariat avec un partenaire indien qui est en Inde, qui veut vraiment prendre Access comme franchise pour la mise en place d'une école, une plateforme d'études à distance à travers le Mali et peut-être toute l'Afrique. Je pense qu'il se retrouve un peu, il se trouve direct au niveau du Burkina, je pense, ou en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un peu ça. La technologie, en tout cas, le Mali, je dirais, c'est en phase d'étude. Au fait, il y a peu de choses concrètes qui arrivent vraiment à sortir réellement. Donc, il y a encore des, comment on appelle ça, des opportunités là voilà, à aller chercher. Et Voilà. c'est vrai qu'il y a pas mal d'incubateurs, moi, pour avoir visité 2-3 d'entre eux qui sont dynamiques, mais en effet, Oui. il y a énormément besoin d'accompagnement. Effectivement, voilà. J'ai Voilà. pu voir ces besoins-là et en effet, je te rejoins là-dessus. Non, il y a énormément à faire parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'observe aussi, c'est que je ne sais pas si tu es comme moi, mais il y a énormément de jeunes startups qui gagnent des concours en Afrique, mais une fois que le concours il est gagné, il n'y a plus rien derrière. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vis ça un peu? Parce qu'on avait échangé un peu sur le sujet. Dimitri, je suis en train d'élaborer un autre livre là, qui concerne l'entrepreneuriat en Afrique. Là, en ce moment, je sais que maintenant, les gens qui sont ici vont commencer à me frapper, à me taper dessus. Mais non, Les Africains vont me frapper parce que je vais dévoiler toutes les réalités. Là, en ce moment, parce qu'il ne faut pas accuser seulement, je dirais, les dirigeants. Moi, je sais qu'au fait, il y a ces deux vecteurs, en fait. Comme tu l'as si bien dit, il y a des startups qui gagnent vraiment des concours. Maintenant, après, il n'y a plus rien. Parce que l'objectif n'étant pas défini, généralement en Afrique, c'est ça le problématique. On a l'idée et on a des rêves. Mais on oublie le plan et l'objectif défini entre ces deux. C'est ce qui est vraiment un problème au niveau de l'Afrique. Et vraiment, les startups ont besoin vraiment d'être accompagnés. C'est pour cela Access a vu vraiment ces côtés-là. Access accompagne beaucoup de jeunes débutants qui viennent vraiment, je te dis, hein, c'est gratuit. C'est 100% gratuit avec Access. Accompagne ces jeunes-là jusqu'à un certain niveau de développement. Depuis la création, la mise en place, l'installation, l'accompagnement jusqu'au développement peut-être 2 ou 3 marchés avec cette entreprise. En ce moment, Access se retire et dit à la personne de s'envoler de ses propres ailes. Ça, je l'ai initié, ça fait presque 2 ans avant Access et je continue à le faire. Puisqu'on a initié aussi de faire une formation gratuite sur WhatsApp, par la jeunesse malienne seulement. C'est toute l'Afrique, même en Europe, il y a des gens qui sont sur la plateforme, qui prennent des cours, surtout au niveau du management des projets, comment développer son entreprise, comment attirer les partenaires vers toi, ainsi de suite. J'ai initié ce projet-là sur WhatsApp. J'ai initié ce projet-là sur WhatsApp, afin vraiment d'aider, je dirais peut-être d'accompagner la jeunesse avec le peu d'expérience, la petite connaissance que j'ai. Donc vraiment, sincèrement, je dis bravo à la jeunesse, puisque la jeunesse commence à être consciente, sincèrement, en disant que vraiment on crée l'entreprise, certes, comme on le dit, tout le monde crée l'entreprise pour s'enrichir, mais on a des rêves. Avant d'atteindre ces rêves-là, il y a des étapes à suivre. Quand tu ne suis pas les étapes, ça va être très difficile. Maintenant, il y a un jeune qui a commencé un service, je dirais, de distribution des pâtes alimentaires que Access doit accompagner. Et le petit a des idées, il a des rêves, mais il lui manque des plans et des objectifs. Access est en train de l'accompagner sur la confection de ces plans-là et pour l'atteindre de ces objectifs-là. Voilà. Très bien, c'est exactement ça. Et en tout cas, avec African Valley, on a des bonnes choses à faire ensemble, tu le sais. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Parce que l'heure arrive bientôt. N'hésitez pas, hein, vous pouvez réagir. Rechallenger Dr Sako.
Ok. Bah, moi, j'ai une question. C'est quoi ton livre qui sort très bientôt, là? Parce que tu nous as pas dit beaucoup de choses là-dessus. Oui, bon, il y a un livre qui a, je pense que dans la semaine prochaine, vous allez le trouver sur le bac, là, qui est le management d'aujourd'hui, au fait. Euh, le management d'hier, parce que je rencontre une petite histoire à l'intérieur. C'est très valorisant pour l'Afrique. C'est sûrement parce qu'on parle de management, on parle de nouvelles choses. Mais on oublie, je l'ai dit, on oublie que tout ce que les Européens connaissent aujourd'hui en matière de management, en matière de développement, ils ont puisé ça en Afrique. Pourquoi je l'ai dit? Le temps de Pharaon, c'est en Égypte. La construction des pyramides, c'est en Égypte. Ça a été fait sur une base de management vraiment définie par Taylor, par Weber, par Misberg aujourd'hui. Mais c'est une réalité. Personne ne peut nier ça. Même eux, ils ne peuvent pas nier. Parce que ces gens-là avaient vraiment les hommes, ils avaient la logistique, ils avaient le contrôle des stocks, il y avait le management des hommes. Donc, c'est tout ça pendant plusieurs années. C'est tout ça que, vraiment, on peut dire, les pyramides d'Égypte aujourd'hui ont vu les jours. Ont vu le jour. Donc, partant de ça, quand tu définis, par exemple, le management scientifique, qui a été, le gros a été, je dirais, Taylor, qui définit, je dirais, les tâches, mais c'est la même chose. OK? Donc, au fait, j'ai défini un peu le management scientifique par rapport à l'école de la relations humaines et endossé à notre état d'aujourd'hui. Au fait, l'état actuel du management, pas d'Occident, mais du management africain. Voilà. C'est pour cela que le deuxième volet du livre va sortir. Ça, c'est l'entrepreneuriat en Afrique. Bah, très Là, bien. qui va dire plus. Ah bah, c'est super, tu nous mets l'eau à la bouche là. Donc, de toute façon, on communiquera sur la plateforme African Valley dès qu'on aura les liens pour que chacun puisse en profiter sur le réseau aussi. En tout cas, merci. Je ne sais pas si je laisse encore l'opportunité. Hein. Si vous avez une ou deux questions, n'hésitez pas, ouvrez votre micro. Parce que le docteur est tellement passionnant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'ai une petite question, Oui, si Franck. le temps le permet. Bien sûr, vas-y. Oui, ces derniers temps, on entend beaucoup parler, je ne sais pas si c'est déjà le cas en Afrique, des technologies comme Automation Anywhere ou IPAF, où est-ce qu'ils évoquent la main-d'œuvre numérique, la robotisation des tâches administratives. Je sais qu'il y a pas mal de pays en Afrique dans lesquels se trouvaient des espèces de centres dans lesquels il y avait cette main-d'œuvre numérique qui était faite par des humains. Est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'on le sent arriver en Afrique ou ce n'est pas du tout un sujet qui est encore d'actualité là-bas? Waouh! J'ai dit waouh parce que je suis surpris. Je dirais, en Afrique, bon, peut-être un seul pays, hein, je peux même dire, en Afrique, généralement, au niveau de Rwanda. Oui. Sinon, occidental, je ne pense pas. En fait, la pensée même n'y est pas à ce niveau. Nous sommes toujours, voilà, nous sommes toujours avec la main. Ok, d'accord. On tape, on cogne et puis on tire. Ok. De toute façon, même en France, ce n'est pas encore vraiment d'actualité. C'est pour cela que je me posais quand même cette question. Je dis c'est l'occasion de la poser, on ne sait jamais. Voilà, je pense qu'en Rwanda, je n'ai pas eu l'occasion de visiter là-bas, mais c'est dans mes programmes. Je pense que là-bas, c'est possible. Et puis Maroc aussi, parce qu'ils sont avancés en matière de technologie. Ok. Ok. Et si je peux juste poser une dernière question, c'est Franck. sur les drones. On a parlé que les drones étaient un peu de plus en plus utilisés. Est-ce que c'est une utilisation de loisirs? C'est des particuliers qui utilisent pour s'amuser? Ou, par exemple, c'est des agriculteurs qui utilisent avec tout ce qui est techno d'analyse visuelle pour pouvoir booster leur productivité? Ou on n'en est pas encore là? On a dépassé les deux. Au fait, les particuliers l'utilisent, les journalistes l'utilisent, les agriculteurs l'utilisent beaucoup. Au fait, je dirais que les agriculteurs, c'est eux-mêmes qui ont créé peut-être l'ambition au fait, aux autres de pouvoir vraiment l'utiliser ici au Mali. Voilà. Et c'est quoi leur cas d'utilisation des agriculteurs? En fait, pourquoi eux, ils utilisent? Parce que je pense que d'un pays à l'autre, parfois, ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons. Ça dépend des plantations aussi, parfois. Oui, ils utilisent, je pense, dans beaucoup de domaines. Hein. Au fait, je n'ai pas sillonné réellement Oui.
Voilà, c'est ce côté-là, mais c'est dans beaucoup de domaines, la prospection, je pense, la pluviométrie, ou la densité, l'enrichissement du sol, et ainsi de suite. J'ai entendu ces choses-là, mais je n'ai pas vraiment sillonné ce volet-là parce que, bon, j'avais d'autres choses un peu plus dynamiques de ce côté. Voilà, parce que moi, mon objectif avec l'aménagement que je voulais faire, c'était l'aménagement avec immersion aérienne. Au fait, puiser l'eau au sous-sol, essayer de faire des tuyauteries pour que je puisse vraiment créer je dirais, ma propre pluie. Ça, c'était le système que je voulais faire au niveau du Mali. Ok, d'accord. Voilà. Okay, c'est super. Ok, super. Merci beaucoup pour les réponses. Voilà. Il y a quelqu'un qui pose la question disponibilité des drones qui distribuent des médicaments. Oh, ici au Mali, je ne pense pas. Non, on ne fait pas ça ici. Je pense que ça, c'est au niveau de l'autre côté, là, les pays anglophones. Oui, dans les autres, voilà, les pays anglophones, c'est ceux qui font ça. Je sais qu'au Rwanda, ils le font aussi. Au Rwanda ou en Kigali, avec les poches de sang, quelque chose comme ça. Effectivement. Ils ont une espèce de drone qui… Oui, voilà. Donc, vous imaginez tous les univers du possible. Aussi, oui, quelqu'un qui a de l'argent aussi qui veut investir, c'est au niveau de faire l'agriculture sous serre, ici au Mali. Oui, qui est quelque chose qui peut marcher toute l'année, où l'eau est disponible. En tout cas, le sous-sol malien est regorgé d'eau. Donc, un investissement au niveau de l'agriculture sous serre, je dirais qu'ici au Mali, c'est juste un seul gars, un architecte qui s'est reconverti en agriculteur, donc qui se retrouve être vraiment le monopole de tout ce qui est produit frais au niveau du Mali. Il a plus de, je pense, 15 à 20 hectares. Oui, il a même amené une technologie de pointe où ça ne se trouve même pas partout en Europe, actuellement, avec des ordinateurs qui commandent, qui font des microclimats, et ainsi de suite. Voilà, au Mali, ça marche. Je pense que ça peut être un projet qui peut être vraiment bénéfique pour les investisseurs, les nouveaux investisseurs. En tout cas, super. Merci, Dr Sako. Merci à tous pour vos questions. Vous voyez un peu ce beau pays, hein, le Mali, avec tous ses potentiels, tous ces niches aussi qui ont été évoquées ce soir. Et là, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement des projets, mais ça peut être aussi derrière un accompagnement par une structure voilà, qui est là, qui est multisectorielle en plus. Donc, ce qui fait que avec African Valley, vous avez une porte d'entrée au Mali, là, avec le cabinet donc, Axeis, pour pouvoir développer vos projets. Et en tout cas, merci de cette brillante intervention. La semaine prochaine, nous allons avoir donc, pour le lundi prochain une intervention donc, de 2 femmes qui ont pour l'ambition de former 20 000 personnes au code. Leur association s'appelle Cheetah Code. Alors, Cheetah, c'est pour le mot en anglais de guépard, guépard code. L'idée de dire qu'aujourd'hui, c'est la donnée la plus rapide au monde. Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, là, c'est les 2 femmes qui vont nous parler de l'univers du code. Et mercredi, donc le 8, alors là, aussi, n'hésitez pas à envoyer les informations autour de vous. C'est sur la plateforme. On aura Loïc Kamoa, un agriculteur c'est un jeune du Cameroun qui a été aux États-Unis, qui s'est reconverti dans l'agriculture, qui a plus de 50 hectares au Cameroun, qui a créé Agripreneur Academy, l'Agribusiness Academy, pardon. Et en tout cas, il va nous booster là pour vous montrer en tout cas tous les domaines du possible dans l'agriculture, parce qu'il le vit, parce qu'il le fait, et donc forcément, ça va être passionnant. Donc voilà, transmettez l'information. Et merci à tous. Je vais juste permettre à Constance de se présenter, qu'on sache qui elle est. Constance? Oui. Voilà, juste en 2 mots. Ah, bah oui, bah oui. Oui, bonjour, c'est Constance. Je voulais rester incognito, mais Léoka dit qu'il m'a démasqué tout à l'heure. Non, mais bon, on se connaît. Bon, moi, je suis Constance Boutoumoussa et je suis intéressée, enfin, toutes ces activités au niveau des projets en Afrique.
Et donc, bon, je fais partie d'un groupe, je ne sais pas si j'en parle, hein, de la CAPCO. Oui, parle-en, parle-en. C'est une plateforme enfin, qui fédère toutes les associations qui travaillent pour le Congo-Brazzaville. Donc, on fait des projets, que ce soit dans l'éducation, que ce soit au niveau de l'agriculture. En fait, c'est voilà, c'est assez intéressant. Donc, je suis intéressé par tout ce qui bouge en Afrique. Voilà. Super, ben merci Constance en tout cas. Et moi, personnel, je travaille dans l'informatique, mais bon, si ça peut intéresser aussi. Ah bah toujours, bah, la semaine prochaine, tu vois, on a 2 femmes qui vont nous parler de code, de codage. Donc, voilà, tout à fait. Voilà, enfin, c'était intéressant quand même. Voilà. Okay, merci. Docteur Sako, je vous laisse le mot de la fin. Ok, merci. Vraiment, merci à vous tous. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être présent devant vous, à vous expliquer un peu tout ce qui se passe un peu à côté de moi, ici, on m'a dit. Vraiment, vos questions étaient des questions très pertinentes qui vont vraiment me demander encore d'aller faire des piochers, de chercher, surtout au niveau de l'agriculture, pour encore développer un peu, je dirais, la capacité d'accès, de pouvoir vraiment offrir un bon service à ses clientèles, à répondre toujours présent quand on lui demande, quand Dimitri demande toujours des renseignements, il n'y a pas de problème. Donc, sincèrement, c'est un plaisir de partager avec vous. Okay. Voilà, merci, Dimitri. Merci à toi et merci à tous de vous être connectés. La semaine prochaine, on garde le niveau, donc comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas, donc il y aura un replay qui sera posté dès ce soir. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et merci encore et à très bientôt. Merci, docteur Sako. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée bye bye. à tous. Au revoir. Merci.